fini la guerre, le Mali redevient fréquentable. Tombouctou accueille ses premiers touristes. L'événement a été salué par l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur du tourisme. Et cette autre bonne nouvelle qui nous rappelle cet épisode, j'entends siffler le bateau. Un bateau de la compagnie malienne de la navigation a quitté tôt ce matin le quai de Koulikoro pour Gao. Avec cette reprise, la Comanave ambitionne de relever les défis du désenclavement. C'est le dossier de ce journal-là. Nous sommes vendredi 24 août. Il a beaucoup plu cet après-midi sur Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali a un nouveau président de la République, on le sait depuis quelque temps, et nous continuons d'enregistrer des messages de félicitations à l'occasion donc de l'élection de Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême. C'est ainsi que la plateforme des cadres et leaders des Keltamachek, le mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, le mouvement Kouchala en avant, et l'association des diplômés et demandeurs d'emploi du Mali. Les partis politiques, le Parti pour la solidarité et le progrès, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Tous se réjouissent de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta et l'encouragent à aller dans le sens du changement. C'est tout au titre de l'actualité, visite de terrain pour 2 membres du gouvernement en 2e région. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de l'Environnement ont donné ce vendredi à Tienfala le coup d'envoi de la journée citoyenne pour l'emploi des jeunes APEJ, couplé au lancement de la campagne régionale de reboisement de Koulikoro. L'APEJ, en partenariat avec l'IPR-IFRA, apporte ainsi son accompagnement aux jeunes dans la formation aux techniques pratiques de reboisement. De Koulikoro, nous retrouvons Seydou Traoré. Ces travaux d'enrichissement concernent une superficie de 60 hectares dans la forêt classée de Tienfala. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'approche haute intensité de main-d'œuvre de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, un projet de développement environnemental qui vise d'une part à donner des techniques pratiques de reboisement aux étudiants de l'IPR-IFRA et d'autre part à créer des activités génératrices de revenus aux jeunes locaux déjà. Cette initiative a été appréciée par les ministres en charge de l'emploi et de l'environnement. Il y a un financement de 35 millions qui va régénérer 400 jours de travail, formera 64 élèves étudiants de l'IPR de Katibougou, 25 jeunes de la localité, cette chose qu'il ne faut pas négliger. Il faudra qu'on suive les années à venir l'enrichissement de la forêt. Nous avons la pêche à cibler particulièrement cette zone pour pouvoir faire ce travail. Ça, c'est vraiment une initiative à saluer. Je suis très heureux de constater qu'il y a vraiment cette collaboration dans la structure. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes là dans la forêt classée de Tienfala. Comme vous voyez autour, les forêts classées ont besoin d'intervention, elles ont besoin d'entretien, de préservation par les populations, mais aussi par l'ensemble des citoyens de notre pays. Et je crois que cette action s'inscrit en droite ligne, vraiment dans cette vision. 24 000 pieds d'eucalyptus et de Nîmes seront plantés au cours de cette journée citoyenne de la pêche, couplée au lancement de la campagne régionale de reboisement. C'est là sous la gestion de la direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro. Pour un coût de 35 22 400 francs CFA, la population locale de Tienfala doit générer 20 millions de francs CFA. Donc un projet à triple avantage en 41 jours, notamment la formation, le gain financier et un environnement propice et verdoyant. Le chef d'état-major de l'armée de terre, accompagné de son staff, a effectué une visite de 48 heures dans les centres d'instruction de Markala, Tibi et Kouchala. Dans les centres, les 3000 recrues ont réitéré leur volonté inoxydable de servir sans retenue les forces armées maliennes. Suivant le reportage de Sibiri Konaté avec la voix de Fousséni Samake. En se rendant successivement à Markala, Tibi et Kouchala, à 1 mois et demi seulement de l'ouverture de ces centres,
Le commandement militaire vient de démontrer l'espoir qu'il place en la formation des recrues du contingent 2013. Le centre de Tibi, jadis tenu par le service civique, est situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Sam. Là, nous avons rencontré l'aspirant Fatoumata Koulibaly qui assure à la satisfaction de ses chefs son rôle de commandant de compagnie, d'où cet appel à l'endroit de ses sœurs en uniforme. Pour les difficultés, il n'y en a pas trop, puisque le militaire doit s'adapter à toutes les conditions. J'aurais souhaité que les filles, le personnel féminin s'engage beaucoup dans les instructions militaires, afin d'être des exemples. Le chef d'état-major de l'armée de terre et sa délégation, qui ont bravé toutes les intempéries rencontrées, repartent requinqués par cette visite qui a permis de jauger l'exécution du programme d'instruction proposé aux différents centres et prêter une oreille attentive aux doléances égrenées ça et là. Je suis satisfait de ces jeunes recrues qui ont choisi de faire partie des forces armées maliennes au pire moment que celles-ci traversent. Et dans ces centres, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves auxquelles elles sont soumises, ces recrues sont en train de tenir avec beaucoup de volonté et avec le sentiment patriotique d'aller très rapidement à la relève de leurs aînés. Relever les difficultés liées à ces formations dans ces différents centres est l'un des axes forts de cette sortie. Après Ansongo et Labezanga, le commandant de la zone de défense militaire numéro 1 lui poursuit sa visite aux troupes à Bourem. L'objectif reste toujours remercier les troupes pour son rôle indéfectible dans l'organisation des élections présidentielles et renforcer davantage la cohésion dans la grande famille de l'armée malienne. Nous retrouvons le point de Drissa Akone. Située à 95 km de Gao, la ville de Bourem, à moitié vide, se remet petit à petit de la crise. La présence des forces armées maliennes a permis de donner confiance aux populations déplacées à amorcer un retour au bercail. C'est cette présence également qui a favorisé le processus de révision des listes électorales et la tenue de la présidentielle. Dans l'élaboration du concept de sécurisation, certaines zones de Bourem qui avaient été identifiées comme des risques, et il fallait y déployer des forces conséquentes pour faire face à ce qui a été fait. Et je pense que la victoire conquis ou paix. Voilà la mission à prévoter. À titre, tous les prisonniers de guerre sont à remettre par le commandant de la troupe. Les suspects interpellés sont à remettre à la prévôté. C'est elle qui fait les auditions, elle qui fait la procédure et déférer les intéressés devant les magistrats. Le lieutenant-colonel Oumar Diarra a rappelé il s'agit toujours de prôner la discipline gage. Aujourd'hui, c'est défini. Avant de quitter Bourem, la délégation a rendu visite aux différents checkpoints. Restons dans la région. Depuis septembre 2012, le projet d'appui à l'agriculture était en vigueur à Garizans et Mali et le bureau catholique de l'enfance. Gao, nous retrouvons le point de Drissa Akone. Malgré la présence des terroristes, Enda Mali et le Bureau national catholique de l'enfance BNCE n'ont cessé d'assister les enfants victimes des crises, surtout sur le plan psychosocial. On a pu ouvrir des espaces de jeu un peu partout à travers la ville pour permettre aux enfants de se recréer, de jouer un peu et doubler un peu le stress des armes. Après la libération de Gao, plus d'1 millier d'enfants ont été sensibilisés au danger des mines et engins non explosés. Aussi, pour assurer la continuité des actions posées, des relais ont été formés dans tous les quartiers de la cité des Askia. Le projet a pu toucher dans l'ensemble plus de 1500 personnes en termes d'activités psychosociales. Et en ce qui concerne le renforcement des capacités aussi, à peu près plus de 105 personnes ont été formées. C'est pour évaluer l'impact des activités et proposer un projet d'avenir qu'une mission de suivi des deux structures s'est rendue à Gao. Pour illustrer le vécu, les enfants ont présenté des sketchs. L'occasion est pour nous non seulement de sensibiliser la population, de renforcer la vigilance auprès de ces enfants, mais aussi d'amener les enfants à être les propres vecteurs et les propres acteurs de ce changement et de cette prévention-là. Nous pensons qu'il y aura une suite. Voilà, cette suite-là va essayer d'accompagner ces enfants
Parce que c'est des enfants qui s'étaient déplacés d'un lieu qui ne leur était pas familier. Mais actuellement, ils sont de retour. Il s'agit de voir maintenant comment ces enfants-là seront encore réinsérés socialement. Le projet d'appui à l'amélioration des vies des enfants victimes de la crise sécuritaire et nutritionnelle au Mali existe dans toutes les régions et le district de Bamako. Il est financé par l'UNICEF à plus de 61 millions de francs CFA. Fin ici à Bamako du deuxième stage de formation civilo-militaire, c'était à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondinbey. Les stagiaires venus de 10 pays d'Afrique ont appris des connaissances dans le cadre de la coordination des actions de soutien à la paix. Boubacar Sissoko a suivi cette cérémonie de clôture. Deuxième du genre, ce stage de coordination a regroupé les civils et les militaires de 10 pays d'Afrique. Il vise à doter les participants de compétences nécessaires pour planifier, conduire et coordonner les actions conformément aux normes humanitaires des Nations Unies. À l'issue du stage, les participants se disent bien outillés pour accomplir la mission de soutien à la paix. Dans cette école, nous venons d'avoir le secret du comportement à avoir sur le terrain quand on se retrouve dans les missions de maintien de paix, le comportement à avoir en tant que civil, en tant que militaire, pour coordonner les activités afin de mettre les populations à l'aise par rapport à leurs besoins immédiats comme futurs. Pour appréhender les problématiques liées aux conflits armés, les stagiaires ont approfondi leurs connaissances sur le système des Nations Unies dans le cadre de soutien à la paix. J'ai la certitude que vous êtes bien préparés à assumer la fonction d'officier ACM dans n'importe laquelle des différentes missions de paix en cours dans notre continent, tout en espérant pour chacun de vous un rapide déploiement. Ce qui dénote que de nos jours, les missions multidimensionnelles de paix de l'ONU nécessitent la coordination civilo-militaire, une fonction essentielle qui sert d'interface entre les militaires et les populations civiles. La République populaire de Chine est devenue une destination préférée des étudiants maliens. C'est du moins ce que l'on puisse dire ce matin. Une trentaine d'étudiants boursiers ont reçu leur titre de voyage, cela après près de 370 étudiants, dont 120 boursiers accueillis l'année dernière. Une cérémonie a été organisée à leur intention, cérémonie suivie par Alpha Mega. Le travail bien fait est toujours récompensé. Cette trentaine d'étudiants, dont 4 filles, ne diront pas le contraire. Cette cérémonie est organisée à leur intention. Ils sont boursiers appelés à poursuivre leurs études en République populaire de Chine. Aux étudiants boursiers de la promotion 2013, je leur demande de prendre exemple sur leurs prédécesseurs pour honorer la nation malienne en méritant des valeurs de discipline, d'abnégation et de culture d'exemple. Pour ce qui nous concerne, nous nous engageons à respecter les lois et les coutumes de la République populaire de la Chine, à se montrer disciplinés et assidus, à revenir servir dignement notre pays, le Mali, une fois terminées les études. La Chine est devenue une destination préférée des étudiants maliens. Par exemple, l'année dernière, la Chine a accueilli plus de 370 étudiants maliens, dont plus de 120 boursiers. Occasion pour l'ambassadeur de Chine au Mali, en leur remettant leur titre de voyage, de souligner que si cette année c'est le rêve chinois, il s'agit pour le Mali d'une nouvelle ère de développement. Qu'est-ce que c'est le rêve chinois? C'est de réaliser le renouveau de la nation chinoise. Tout en réalisant ce rêve, la Chine va continuer à lier son propre développement et ses intérêts avec ceux de l'Afrique. Soutenir la réalisation du rêve africain qui est la solidarité, le développement et le redressement du continent. Au Mali, avec le bon déroulement de l'élection présidentielle, l'imminente investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali entre dans une nouvelle ère de développement. Il faut rappeler que le Mali est l'un des premiers pays subsahariens à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine. L'actualité, c'est aussi sur le continent. Maintenant, l'actualité à pas de course et en image avec le report de la date des élections, de l'élection présidentielle malgache. Nouveau report et nouvelle date pour l'élection présidentielle à Madagascar. Elle est repoussée au 25 octobre.
Le processus électoral bloqué par 3 candidatures contestées et de nouveau sur les rails. La commission électorale a tranché. Andjra Zoel, Didier Ratsirac et Lala Ravalomanan, l'ex-première dame, ont été officiellement écartés de la course à la présidence. 33 candidatures ont été retenues pour ce scrutin censé mettre un terme à la crise politique qui mine l'île depuis 4 ans. Goma, de nouveau la cible des rebelles du M23. Les tirs d'artillerie qui ont touché hier plusieurs quartiers de la ville ont fait au moins 4 morts, une quinzaine de blessés et semé la panique. Une école primaire et plusieurs habitations ont été touchées. Ces attaques ont déclenché un renforcement du dispositif de la MONUSCO pour protéger les populations civiles. Les casques bleus appuieront désormais l'armée dans son combat contre les rebelles du M23. Au Togo, un mois après les élections législatives, c'est la rentrée pour les députés fraîchement élus. Après la contestation des résultats du scrutin, on s'attendait à un boycottage. Eh bien non, ils étaient tous là, ou presque, y compris Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition parlementaire. Nous ferons ce que nous pourrons pour garantir les intérêts des populations, améliorer le bien-être des populations, améliorer leur sécurité. Développement, lutte contre la corruption, chacun a dévoilé ses priorités pour le pays. Passé le temps de la contestation, l'heure est venue de se mettre au travail. Congo-Brazzaville, avec le rebondissement dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, le principal accusé, le général Dabira, qui vit jusqu'à présent en exil en France, a été mis en examen, d'où l'espoir des familles de plus de 300 victimes. Le général Dabira a été interpellé jeudi près de Paris. Ce haut responsable congolais a été aussitôt inculpé pour crime contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Norbert Dabira devra répondre bientôt aux questions des magistrats français sur cette sombre affaire qui remonte à 1999. À cette époque, les réfugiés congolais qui fuyaient la guerre civile rentrent au pays à l'appel du président Sassou Nguesso. 350 jeunes hommes, tous originaires des régions rebelles, disparaissent après leur accueil au débarcadère du beach. Marcel Twanga n'a jamais revu son fils. Alors la mise en examen du général Dabira relance pour lui l'espoir de comprendre 14 ans après les faits. C'est difficile d'oublier lorsque un enfant est pris parfois devant des parents et que cet enfant, depuis 14 ans, on ne le voit plus. Il faudrait bien que M. Dabira dise à tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont comportés ainsi alors qu'ils prétendaient être à la tête d'un système démocratique et populaire? Comment ils sont arrivés à de tels crimes? Le général Dabira et la justice française, un feuilleton à rebondissement. 11 ans que l'enquête est en cours contre ce très proche du président congolais Sassou Nguesso. En 2004, les pressions politiques à répétition forcent les juges français à annuler les procédures. Puis le Congo organise le procès du beach et la cour criminelle de Brazzaville acquitte les 15 accusés, dont Norbert Dabira. Une parodie de justice dénoncée par les militants des droits de l'homme. Mais en 2007, l'enquête française est rouverte. Aujourd'hui, les juges estiment que des faits graves et concordants justifient l'inculpation du général congolais. L'ONU vient de lancer une enquête en Syrie sur une éventuelle utilisation de gaz toxique. Les bombardements de mercredi dernier sur les sites rebelles auraient motivé cette enquête. Des signes d'intoxication ont été observés sur les victimes. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réclamé vendredi que les enquêteurs de l'ONU en Syrie puissent se rendre sur les sites des bombardements près de Damas et prévenu que l'utilisation d'armes chimiques constituerait un crime contre l'humanité aux conséquences graves. En attendant d'éventuelles analyses sur le terrain, différents experts se penchent sur les images envoyées par des médias proches des rebelles, présentant les victimes des bombardements de mercredi comme intoxiquées par des armes chimiques. Selon cet ancien enquêteur américain, elles ne peuvent avoir été fabriquées. C'est vraiment impressionnant. Et manifestement, ce n'est pas quelque chose qui a été truqué. Ce sont des vrais gens. Vous ne pouvez pas fabriquer cela.
La plupart des experts s'accordent pour dire que les symptômes présentés par les victimes, mouvements convulsifs des jambes et des bras, rétrécissement de la pupille, sont ceux d'une intoxication au gaz sarin. L'utilisation de ce neurotoxique par le régime avait déjà été confirmée au mois de mai grâce à des échantillons prélevés sur le terrain par des journalistes du Monde. Les rebelles eux-mêmes ont été soupçonnés par la magistrate Carla Del Ponte d'en avoir fait usage, mais elle n'en avait pas eu la preuve formelle. Selon les experts, les enquêteurs de l'ONU actuellement en Syrie ont déjà dépassé la période pendant laquelle ils pouvaient obtenir des indices clairs d'une attaque au gaz sarin. Cela va être très difficile pour eux d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé et de savoir si cela fait partie du dernier incident ou d'un incident qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Le département d'État américain estime que si le régime n'a rien à cacher, il doit autoriser les experts à se rendre sur le site. Si le régime n'a rien à voir avec ces attaques, s'il n'y a pas eu d'utilisation d'armes chimiques, il n'y a pas de raison d'empêcher l'équipe qui est sur le terrain, disponible et heureuse d'enquêter, de le faire, tout simplement. Hier encore, les bombardements de l'armée syrienne continuaient dans la zone des probables attaques chimiques. Dans ces conditions, les enquêteurs de l'ONU auront du mal à s'y rendre, même si Russes et Américains se sont mis d'accord aujourd'hui sur la nécessité d'une enquête objective sur le terrain. Retour à l'actualité nationale, direction la 4e région à Djoro et Farakou Massa. Aucun cas de décès suite à un accouchement n'a été enregistré dans ces deux communes encadrées par le projet Village du Millénaire. C'est pour renforcer les acquis enregistrés par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement que le projet a initié jeudi dernier un forum à Djoro. Nous retrouvons Kandé Silla. L'état actuel d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans les communes de Djoro et de Farakoumassa et les difficultés majeures qui entravent l'accélération des OMD sont entre autres points débattus au cours de ce forum. Un forum initié par le projet Village du Millénaire en partenariat avec CRI 2002 et qui vise à accroître l'implication des chefs de village et des hameaux pour améliorer les indicateurs des OMD d'ici 2015. Des exemples concrets comme par exemple le cadre de lutte contre le projet à la fin, le projet appuie tous les paysans de la zone du projet en leur donnant les intrants comme l'engrais, les semences, à travers des coopératives que le projet a suscité en leur sein. Il se pose aujourd'hui le problème de recouvrement de ces créances. Il ressort des résultats d'évaluation présentés qu'en 2012, le taux net de scolarisation des enfants dans les deux communes a atteint les 64%. Et qu'au cours de cette même année, aucun cas de décès n'a été signalé suite à une grossesse ou à un accouchement. Pour espérer être sur le podium au rendez-vous de 2015, le présent forum constitue une opportunité. Si on arrive déjà à leur faire comprendre les enjeux et les défis et les perspectives et qu'on est seulement à 2 ans et demi de 2015 pour l'atteinte des OMD et qu'ils aient pris une conscience réelle de cela, ils viennent de s'engager pour cheminer avec CRI 2002 et avec le projet. Le préfet de Ségou n'a pas manqué de souligner la pertinence de la rencontre. Selon Alassane Diallo, les chefs de village et hameaux sont la cheville ouvrière d'un Mali de demain. Leur forte implication au processus électoral récent en est une illustration. L'IPR IFRA de Katibougou a abrité une cérémonie de remise de taux compensateurs de l'effort des groupements d'associations pour l'embauche ovine. L'événement s'est déroulé dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accroissement de la sécurité alimentaire par la pratique de l'agroforesterie. Reportage Brahima Kone. L'embauche ovine occupe une place de choix dans la réalisation du projet dénommé Accroître la sécurité alimentaire en associant étroitement élevage, arbres et culture par la pratique de l'agroforesterie au Mali, Azapam. C'est ce qui a valu cette cérémonie de remise de taux compensateurs de l'effort de 13 associations majoritairement féminines de Katibougou. Il y a 12 associations féminines qui ont reçu des gratifications. Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés à Kouloukoro. Donc c'est quand même une manière de les aider financièrement et aussi, surtout aussi qu'à travers ce projet, ces femmes ont appris beaucoup de choses. 720 000 francs CFA, c'est la ristourne ici de 40 moutons partagés entre ces associations qui ont compéti dans le domaine de l'embauche ovine. Les populations
populations ont réellement respecté les consignes dont à la date d'aujourd'hui, la population a pu collecter pendant le cycle de l'activité 3 tonnes et quelques de fumier. Pour les autorités régionales, il n'y a pas eu de gagnant ou de perdant car c'est l'expérience acquise à travers la formation à la matière qui prévaut. L'expérience, c'est le chemin parcouru. Les associations qui ont commencé par cultiver de la culture, ils sont allés, ils ont produit des fourrages qu'on a donnés aux animaux. C'est les membres des associations qui ont entretenu ces animaux. Je crois que là, on a formé les gens. Le projet AZAPAM est financé par le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire à travers le Centre de recherche pour le développement international CRDI et l'Agence canadienne de développement ACDI. Pour le chargé du projet, Dr Sri Gabriel Dambélé, l'agroforesterie reste la plateforme privilégiée de l'intégration agriculture-élevage au bénéfice de la sécurité alimentaire. Je vous le disais dans les titres, fini la guerre, le Mali redevient fréquentable avec Tombouctou. Tombouctou qui n'a pas vu de touristes et cela depuis 2 ans. Tombouctou vient donc d'enregistrer ses premiers touristes. L'événement a été salué par l'ensemble des acteurs du secteur. C'est ainsi que la direction régionale de l'hôtellerie de Tombouctou vient de saluer cet événement de sa façon. Nous retrouvons Yeya Tandina. Ils sont les tout premiers touristes à visiter la ville historique de Tombouctou depuis que le nord du Mali a été placé dans la zone rouge. Arrivés au Mali, ils ont décidé de braver tous les obstacles pour fouler la terre des 333 saints. De nationalité indonésienne, Daniel est très heureux d'être parmi les premiers visiteurs à Tombouctou. The first thing is that I was do a volunteer. J'étais volontaire au Ghana. Et quand j'étais volontaire là-bas, c'était vraiment bien parce que c'est vraiment proche du Mali. Donc j'ai profité, comme c'est pas tous les moments de ma vie que j'ai eu des occasions comme ça pour venir. Donc pour moi vraiment de venir Djenné et Tombouctou, c'était vraiment très très important pour moi. Et je conseille aux autres de venir visiter le Mali. Vraiment, ne soyons pas peur. Il y a la sécurité. Il y a les Nations Unies, l'armée française qui sont sur les routes partout. Donc vraiment, il y a la sécurité. La joie était partagée par tous, les guides, en passant par les artisans et les chameliers. Une lueur d'espoir vient de naître chez les hôteliers. L'honneur est pour moi parce que c'est dans mon hôtel quand ils sont logés, les premiers touristes après une année. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Et je souhaite que ça va continuer parce que la ville a besoin de touristes. La direction nationale de l'Omato, à travers sa représentation régionale, a manifesté son enthousiasme en apposant le cachet et la signature sur les documents des visiteurs. Nous recevons en ce 20 août 2013 les premiers touristes qui ont vraiment osé braver toutes les difficultés, toutes les appréhensions. Et ça présage d'un avenir quand même très radieux. Ceux-ci qui sont les premiers, ce sont les messagers. Ils vont apporter le message aux autres. Des supports et du pliant des sites touristiques ont été offerts aux 2 visiteurs. Accompagnée d'une dame de Singapour, cette dernière a préféré rester hors du champ de la caméra. Autre événement important à mettre dans le sens justement de la paix retrouvée à Koulikoro, 2 jours après le lancement de ses activités 2013-2014, la compagnie malienne de navigation via le ministère de l'équipement et des transports vient de faire démarrer le second bateau donc de la Comanav a appareillé tôt ce matin à destination de Gao. Cette reprise de la campagne de navigation intervient après la pause forcée. La Comanav ambitionne de relever les défis du désenclavement des régions nord et surtout la promotion du tourisme avec des unités performantes et sécurisées. Un reportage de Seydou Traoré. La compagnie malienne de navigation Comanav qui opère sur le fleuve Niger constitue le cordon ombilical entre le nord et le sud. C'est là depuis les années 1960. À la croisée des chemins, pendant la crise du Nord qui avait stoppé ses activités, la société d'État reprend son programme de navigation sur le bief Koulikoro-Gao. Pour les grands connaisseurs de la Comanav, 2012 aura été l'année la plus dure dans l'existence de la compagnie. Dans l'histoire de la compagnie malienne de navigation, la Comanav n'a jamais chômé une campagne. Mais l'année dernière, à cause
de l'occupation du Nord, nous étions obligés d'arrêter nos activités. Considéré depuis près de 50 ans comme l'un des principaux outils de désenclavement des régions nord du Mali, la Komanave reste un moyen de transport sûr. Du 20 juin 1968, date de la création de la Komanave à nos jours, la compagnie a su promouvoir le transport, l'échange et l'attraction touristique entre les communautés du Sud et celles vivant dans la boucle du Niger. C'est là grâce à l'expertise et le professionnalisme de son personnel. Tous les éléments normalement à assurer une bonne navigation étaient préparés. Notamment, nous avons le contrat-plan État-Komanave qui assiste la Komanave pour assurer une bonne navigation. Au deuxième volet, nous avons le chenal navigable sur lequel, à travers l'hydraulique, l'État intervient pour assurer le balisage, le surcreusement de certains seuils pour améliorer la navigabilité du parcours fluvial. Pour pouvoir conduire un bateau ici, il faut beaucoup d'expérience. Ce sont les anciens et les retraités qui forment les jeunes. Sur l'As Koulikoro-Gao, on rencontre trop de bandes de sable et de roches. Une bonne évaluation des difficultés que l'on rencontre et la vigilance font que l'équipage réussit son voyage. Le voyage par bateau, en un mot historiquement, celui qui veut connaître le Mali, je l'invite à venir voyager par le bateau de Koulikoro-Gao. Quelqu'un qui a eu à faire ce voyage peut prétendre connaître le Mali en réalité. Aujourd'hui, la compagnie malienne de navigation utilise 3 bateaux courriers ainsi que différentes unités pour le transport de passagers, de fret, de vivres et de liquides. Il s'agit des bateaux Général Abdoulaye Soumaré en service depuis 1964, Tombouctou qui date de 1978 et Kankou Moussa de 1982. Disons que la Komanave a plus de capacité. Le bateau Général Abdoulaye Soumaré à lui seul, qui a la plus faible capacité, prend 288 passagers. Donc avec 130 tonnes en cale. Donc nous avons plus de capacité aussi bien pour le transport de passagers que de fret. Avec l'assurance de la direction pour la sécurité des personnes et leurs biens, les autorités du pays réaffirment leur assistance. La Komanave est capitale pour le désenclavement du Nord. Et pour le désenclavement du Mali en général et pour le développement du Nord en particulier. D'autant qu'aujourd'hui, nous parlons de reconstruction du Mali et du Nord en particulier. La Komanave va jouer la carte maîtresse dans la reconstruction du Nord. À partir de maintenant, la compagnie assurera un départ de bateau tous les mardis de Koulikoro en direction du Nord. Dans les prochains mois, la Komanave verra ses capacités renforcées avec l'acquisition de 2 grands bateaux à faible tirant d'eau. Sport football, la Fédération malienne de football en partenariat avec la FIFA vient d'initier un stage de formation à l'endroit des entraîneurs préparateurs physiques de Ligue 1. Cette formation a débuté mercredi dernier, c'était au stade du 26 mars. Reportage Diarra à Konaté. En partenariat avec l'instance suprême du football, la FIFA, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a organisé une formation des préparateurs physiques des clubs de Ligue 1. Ce stage est initié pour la première fois à l'intention des clubs en question. Cette préparation qui rentre dans le cadre des spécialités pour renforcer justement la dynamique qu'on a engrangée, à améliorer tous les jours cette formation afin d'atteindre l'excellence. C'est une manière d'aider les équipes à amorcer la phase du professionnalisme qui est impérative pour le football malien. Il n'y a pas de football sans préparation physique. Aujourd'hui, nous allons doter nos clubs des experts, des gens qui seront qualifiés dans la préparation physique et qui vont épauler les entraîneurs qui sont chargés des formations des clubs, notamment les entraîneurs principaux et leurs adjoints, pour que leur travail ensemble soit très efficace. Le module qui porte sur les techniques de la préparation physique est dispensé par un expert français de la FIFA. On commence par le rôle de la préparation physique et de la méthodologie de l'entraînement dans le projet footballistique professionnel. Puis après, un module important, c'est le rôle du préparateur physique dans un staff professionnel. Quel est son rôle? Quel est son poids? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Comment est-ce qu'il est considéré? Comment est-ce qu'il va faire l'interface entre la médecine et le coach principal? Cette formation de 5 jours devra permettre aux techniciens des clubs de Ligue 1 de mieux comprendre la pédagogie et le rôle du préparateur physique au sein d'un club de football.
Fin de cette édition, on est plutôt vendredi 23. Merci de l'avoir suivi.